Bienvenue, bienvenue, c'est super cool, je suis content de vous voir. Et qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Ouais. Ok, cachez votre joie. Alors, la dernière On fois. était dans les perceptions directes, Oui, toujours, exactement. libre de conceptualisation, libre du signifié. Ah oui, ok. Alors pas tout à fait encore par rapport au signifié, tout ça, on va y venir aujourd'hui. Mais on avait parlé de certaines vues que remet en question la Tirinpoche, vous vous souvenez? Parce que c'est un peu comme ça quand on fait les débats, ça vient au moins du XIIe siècle quand Chapa Chökyi Sengye, un grand maître tibétain, a instauré un petit peu la tradition des débats au Tibet. Il a vraiment fait son livre sur le manuel de dialectique en faisant d'abord écarter les vues fausses, établir la vue juste et répondre aux objections à cette vue juste. Ouais. Et donc c'est pourquoi on a souvent ça, on écarte les vues fausses et donc la Rinpoche le fait, il dit voilà, on pourrait comprendre libre de conceptualisation comme étant soit libre de l'entité substantielle ou libre de l'entité, de la substance de la conceptualisation, ça n'irait pas. Ou alors libre de l'isolat de la conceptualisation, ça n'irait pas non plus. Ouais, parce que par exemple, une conceptualisation qui pense à table, ce n'est pas un avec la conceptualisation, vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est différent. Donc c'est différent de la conceptualisation, donc ce n'est pas un avec la conceptualisation, donc ce n'est pas l'isolat de la conceptualisation, et c'est pourtant une conceptualisation. Ouais, la conceptualisation qui pense à tasse ou table. Ouais, ça vous parle? Mm. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ok. Donc c'est juste un petit résumé. Bravo. Bravo, bravo. Et donc, on avait en effet parlé de ça. Donc, bien sûr, dans le texte, le traducteur français parle de l'auto-opposé, mais nous, on parle de l'auto-isolat. C'est juste une différence de terminologie. On avait vu en effet que cette page, combien? 80? Cette Oui, page 80. 80, ouais. On avait vu presque la dernière partie de cette page 80. Et donc, ici, une fois qu'on a écarté les objections, la Rinpoche va établir la vue juste. Ouais, la vue juste, ça veut dire notre système. C'est pas nécessairement la vue juste qui va être considérée à chaque fois dans toutes les écoles. Ouais, par exemple, on avait dit que c'était quoi la définition d'une perception directe? Perception libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, une cognition libre de conceptualisation et non erronée, exactement, tout à fait. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va vérifier ce soir dans les débats par rapport à ce qu'on a par rapport à ce qu'on a évoqué dans le quiz, par rapport à la conceptualisation et par rapport à la perception directe. Mais là, en effet, la définition d'une perception directe, selon le Sautrantika, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc, une cognition, pourquoi? Parce que les Vaibhashika disent que c'est pas nécessairement une cognition, ça peut être de la forme. Ensuite, libre de conceptualisation et non erronée, ça c'est vraiment spécifique au Sautrantika. Parce que dès l'instant où on va passer au Chittamatra et au Madhyamaka, on verra, et surtout le Prasangika, qu'une perception directe n'est nécessairement pas non erronée. Donc elle est nécessairement erronée chez les êtres ordinaires en tout cas. Ouais, chez les êtres ordinaires. Ok. Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Et donc on est à la page 80. Ok, donc vous avez tous le texte, je pense, depuis le temps. Très bien. Donc, que peut-on poser maintenant, notre propre système? Que peut-on poser dès lors comme définition correcte de libre de conceptualisation? Selon notre système, c'est ce qui est libre d'être une cognition propositionnelle qui appréhende le son et le signifié comme étant susceptible d'être mêlé. Ok, donc là, on en a plein la bouche. Donc, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc, une cognition propositionnelle, donc ça, c'est un choix du traducteur. On pourrait dire une cognition idéale. Ouais, aidos en grec, c'est l'image. Ouais, comme dans kaléidoscope. Kaléidoscope, ça veut dire des belles images. Ouais, kaléi, ouais, kaléidos. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Eidos, c'est l'image. Ouais, donc on pourrait dire une image mentale, c'est idéal. Quand c'est une conscience qui a une image mentale, on pourrait dire une conscience idéal, pas idéal, mais idéal. Ouais. Donc, si on regarde dans le dictionnaire des synonymes, on retrouve un petit peu tout ça. Ok. Mais nous, on n'a pas l'habitude en français de l'entendre, ce mot-là. C'est bien dommage parce qu'il est très utile. Ouais. Ok. Parce que ici, propositionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est discursif. Ouais, ça veut dire cette table est jolie.
cette table est jolie, c'est propositionnel. On a une proposition. Ouais. Alors qu'une conscience conceptuelle n'est pas nécessairement en train de faire une proposition. On peut simplement penser à table. On n'est pas nécessairement en train de la qualifier comme étant ceci ou cela. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ou comme quand on médite, on médite généralement sur un phénomène imputé, ça veut dire sur une visualisation. Vous visualisez le Bouddha, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous dire le Bouddha a un corps doré, etc. Vous visualisez une image, point. Donc c'est conceptuel, mais c'est pas discursif, c'est pas propositionnel. Ouais, ouais, ça joue. Oui. Oui, oui. Ok, donc c'est pourquoi propositionnel, on pourrait le remettre en question. Mais bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, on peut le garder. Si on pouvait rajouter idéal à la place, ce serait magnifique. Ça, c'est juste mon point de vue. Discursif, tu dis alors. Ouais, discursif ou propositionnel, c'est équivalent. C'est-à-dire, discursif, ça veut dire qu'il y a un discours conceptuel, ouais. Ceci est comme cela, ouais. Ouais. Alors que quand on pense, quand on a une conception à l'esprit, c'est pas nécessairement discursif ou propositionnel. Ouais, ça peut être simplement une image statique. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Ça Donc, fait oui, référence au premier moment. pardon. Est-ce que ça peut faire référence au premier moment d'une perception directe, la cognition propositionnelle? En fait, non, nécessairement pas, parce que ici, comme dit Lathié Potier, il dit libre de conceptualisation, ça veut dire ce qui est libre d'une cognition propositionnelle. Ouais, il faut que ce soit dénué d'une cognition propositionnelle. Donc, en effet, dans ce cas-là, on parle de la perception. Mais si on dit la cognition propositionnelle, dans ce cas-là, ou la cognition idéale ou conceptuelle, dans ce cas-là, ça exclut la perception directe. Ouais. Et une perception directe, on verra dans la suite du texte, ça peut être subséquent. Ça peut être le second moment, troisième moment. Par exemple, si on regarde la table, si vous regardez la table en face de vous, vous la regardez au premier moment, puis au deuxième moment, puis au troisième moment. Donc ça reste une perception directe, même les moments subséquents. Ouais, ouais, c'est pas nécessairement le premier moment. Ouais, d'accord, super. Très bien. Et donc, la Potier, il dit ce qui est libre d'être une cognition idéale ou propositionnelle qui appréhende le son et le signifié comme étant susceptible d'être mêlés. Ok, donc là, c'est comment dire, une terminologie de la linguistique. Ouais, c'est Saussure qui parlait de ça, qui parlait du signifiant et du signifié. Et donc, on pourrait le voir comme ça, mais pas nécessairement dans tous les cas. Ok. Donc ici, la généralité de son et la généralité de sens. Oui, plutôt que généralité de signifié, c'est la généralité de sens. Dunchi en tibétain ou Artha Samanya en sanskrit, c'est la généralité de sens. Artha ou Dun en tibétain, c'est soit l'objet, soit le sens, soit l'objectif, etc., etc. Ouais. Ou le but même, ouais, ou qui a accompli son but. Par exemple, Siddhartha. Siddhartha, ça veut dire qu'il a accompli son but, qui a accompli son objectif. Ouais. Ok. Et donc, artha, ça veut dire le sens. Artha samanya, ouais. Ça veut dire le sens. Donc, on pourrait dire la généralité de sens. Ouais. Ok. Donc, c'est la terminologie qu'on emploie généralement à la FPMT en tout cas. Ok. Et donc, ici, une cognition idéale qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlées, c'est la définition d'une conscience conceptuelle. Ouais, donnée par Yonzin Purbuchok en particulier. Ouais, c'est la définition d'une conscience conceptuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'appuie sur ce que disait Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Il disait Shegan, quand la Jadezin, Deni de la Torbayin. Il disait dès qu'on a une conscience qui attribue euh, le sens et le son, ouais, le sens et le son par rapport à un objet, dans ce cas-là, c'est une conscience conceptuelle. Ouais, Shegang, quand la Jadezin, Deni de la Torbayin. Ouais, c'est une conscience conceptuelle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on impute, on surimpose un sens ou un son par rapport à un objet, dans ce cas-là, cette surimposition, elle est opérée par une conscience conceptuelle. Ouais. Donc maintenant, le sens et le son, là, ça se complique. Parce que euh, quand on dit Jadun en tibétain, Jadun, par exemple, ici dans la définition donnée par Yonzin Purbuchok, c'est Jadun Jerun Dudzimbelo ou Jadun Jerun Dudzimbe Shenrik, ouais, une conscience idéale, une cognition idéale qui appréhende le son et le sens comme susceptibles d'être mêlés. Jadun, ça veut dire le son et le sens. Ouais. Et en sanskrit, c'est Shabdartha. Shabda, c'est le son, Artha, c'est le sens.
Mais en sanskrit, il y a plusieurs composés en grammaire sanskrite. Il peut y avoir un composé dans le sens génitif ou un composé dans le sens juxtaposé. Ouais. Par exemple, ici, dans l'interprétation de Yonzin Purvuchok, c'est juxtaposé. C'est un composé sanskrit qui est le dvanda. Dvanda, ça veut dire que vous avez un terme et un autre terme qui sont juste juxtaposés. Par exemple, le son et le sens. Ouais, le son et le sens, c'est juste juxtaposé. Donc c'est un dvanda comme composé en sanskrit, mais d'autres interprètes tibétains vont l'interpréter comme étant un tatpurusha, comme étant un génitif, le sens du son. Le sens du son. Ouais, et dans ce cas-là, ça va surtout renvoyer au sens lui-même, à une généralité de sens, et c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Ouais, et donc c'est pourquoi de nombreux interprètes tibétains vont dire que la définition d'une conscience conceptuelle, c'est Jadon Zimbelo. C'est juste une cognition qui appréhende le sens du son. Et c'est tout simple. Ouais, il n'y a pas besoin de dire une conscience conceptuelle qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptible d'être mêlée. Pourquoi est-ce que Yonzin Purvuchok dit susceptible d'être mêlée? C'est parce que parfois on peut avoir que le son, parfois on peut avoir que le sens, et parfois on peut avoir les deux. Ouais. Juxtaposé. Exactement. Là, dans ce cas-là, c'est l'interprétation juxtaposée. Exactement. Tout à fait, c'est le composé de Vanda, exactement. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand vous allez dans un pays étranger et que vous voyez une banane, par exemple, vous savez pas comment on l'appelle là-bas. Ouais, vous savez pas comment on l'appelle. Par exemple, vous savez pas qu'en Inde, chez les Tibétains, on l'appelle Kela. Ouais, mais vous savez ce qu'est une banane, donc vous avez le son, vous avez le sens. Vous savez très bien que c'est un fruit. Ouais. Ok. Maintenant, si vous venez dans ce pays pour la première fois et que, je sais pas moi, la personne chez qui vous logez vous dit, tiens, tu pourrais aller au marché, aller m'acheter des kélas, et vous ne savez pas de quoi elle parle, vous avez juste la réverbération du son dans votre esprit. Juste kéla. Mais vous ne faites pas la connexion avec ce que ça veut dire. Ouais. Ouais, ça vous parle? Et donc, c'est pourquoi Yonzin Purvuchok dit susceptible d'être mêlé. Ce n'est pas nécessairement le cas, dans tous les cas. Ouais, susceptible d'être mêlé. Quand la personne vous dit, bah regarde, sur l'étal, là, c'est ça que je disais que tu devais m'acheter, tu m'as rapporté des ananas, n'importe quoi. Moi, je t'ai demandé de me rapporter des kélas. C'est ça, les kélas. Et là, vous regardez, ah, mais c'est les bananes. Et là, vous faites la connexion entre le son et le sens. Ouais, ça vous parle? Oui. Génial! Mais en effet, de nombreux interprètes tibétains vont dire, ça, ce sont des cas particuliers. En général, il n'y a pas besoin dans une définition, d'inclure tous les cas particuliers. Sinon, on n'en finirait pas. On aurait des définitions qui feraient des bouquins entiers. Ouais. Et donc, ça, c'est l'interprétation, par exemple, de Tsongkhapa Rinpoche, par exemple. Tsongkhapa Rinpoche, c'est l'un des grands maîtres Gelugpa qui dit, il n'y a pas nécessairement besoin d'ajouter tous les cas dans une définition. Il suffit de rajouter les caractéristiques saillantes d'un objet. Et dans ce cas-là, on comprend à peu près de quoi il s'agit. Ouais. Par exemple, pour la définition du feu, c'est chaud et brûlant. Ouais, on n'a pas besoin de mettre c'est un élément primordial, l'un des 4 éléments primordiaux, qui naît en dépendance d'un combustible, etc., etc. Sinon, ça ferait ou ça peut être, par exemple, dans certains cas, un feu de paille, des fois un feu de bois, des fois un feu un feu de feuilles dans la forêt, un feu de bois de santal, un feu de bois de chêne. Donc là, on aurait tous les cas particuliers, on s'en sortirait plus. Ouais, si on dit chaud et brûlant, ça suffit largement. Ouais. La nature et sa fonction. Exactement, exactement. La nature et sa fonction, ouais, l'entité générale et sa fonction. Et comme ça, on sait à peu près de quoi on parle. Et bien là, c'est pareil pour ceux qui disent par exemple Kedubje. Kedubje, lui, il va prendre plutôt le sens de Tapurusha, le sens génitif. Et il va dire Jadon Zimbelo, Torpetseni. La définition d'une conscience conceptuelle, c'est une cognition qui appréhende le sens du son. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo, c'est magnifique tout ça. C'est super, disons, c'est extrêmement profond et vous vous en sortez magnifiquement bien. Bravo, bravo, bravo. Ok. Et donc, par conséquent, une cognition non conceptuelle est définie comme étant une cognition à qui manquent les attributs définissant une cognition conceptuelle, à savoir qui n'est pas une cognition
propositionnel qui appréhende la généralité du son et la généralité du sens comme étant susceptibles d'être mêlées. Donc ça veut dire tout simplement une perception directe, c'est une cognition qui n'est pas une conscience conceptuelle. Ouais, une perception directe, c'est une cognition qui n'est pas une conscience conceptuelle, donc ça veut dire qui est libre de conceptualisation, dans le sens c'est libre d'être une conscience qui appréhende la généralité du sens et la généralité du son. Ouais, ok. Parce que il y a une interprétation aussi de Panchen Sonadjarpa qui avait mentionné Geshe Jarpala quand il en a parlé dans le Peba là récemment. Il a parlé d'un autre sens spécifique de la généralité du son et du sens. Donc c'est quelque chose de vraiment spécifique chez Panchen Sonadjarpa, mais on ne peut pas aller trop dans les détails, hélas. Ouais. Ok. Très bien. Et donc là, toute cognition conceptuelle ou pensée est une cognition idéale, où ici il y a marqué connaissant propositionnel, donc connaissant nous, mais plutôt cognition à la place, ouais. Et propositionnel, comme on l'a dit, on pourrait dire idéal, ouais, parce que c'est pas nécessairement une proposition. On peut juste penser à ma tasse de thé. Il n'y a pas besoin de dire ma tasse de thé est froide, ma tasse de thé est chaude, est rouge, est bleue, etc., etc. C'est juste une conception statique. Et donc, il n'y a pas de proposition dans ce cas-là, il n'y a pas de discours verbal ou conceptuel. Ok. Et donc, en effet, c'est bien Adyavasaya Samvedana ou Shenrik en tibétain. En général, en tibétain, quand on met la phonétique, il y a juste besoin du S plutôt que le C. Sinon, on pourrait le comprendre comme étant Chenrik. Donc, il vaut mieux dire Shen avec un S. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok, très bien. Ok, donc toute cognition conceptuelle ou pensée est une cognition idéale ou on pourrait dire conceptuelle. Et toute perception directe est non propositionnelle, ça c'est sûr. Ouais. Propositionnel ou idéal signifie qu'une telle cognition pense ceci est tel et tel, ceci est tel et tel. Ok. Donc en effet, quand c'est propositionnel, oui, on dira cette table est rouge, cette table est orange, cette table est en bois. Ok. Ceci est tel et tel. On a un discours, on a une proposition. Ouais, mais pas dans tous les cas, comme on l'a dit. Si on pense à table, on pense juste à table, et c'est tout. Donc c'est pourquoi c'est comment dire, il faut restreindre un petit peu la définition d'une conscience conceptuelle, sinon ça inclut trop de choses. Ok, ouais. Ou ça exclurait en fait tout simplement les consciences conceptuelles qui sont statiques. Ouais, plutôt, c'est plutôt ça. Ok. Très bien. Et donc, en effet, il y a une note ici par rapport à determinative nowhere en anglais. Euh, donc là, ça pose question parce que dans Recognizing Reality, que je vous conseille si vous lisez l'anglais, ça c'est la Bible de l'épistémologie bouddhiste. Il est vraiment exceptionnel. Et donc, justement, Geshe Dreyfus parle de ce que veut dire déterminer un objet. Ouais, déterminer un objet, c'est pas nécessairement conceptuel. C'est pas nécessairement conceptuel. Ouais, ça veut dire que déterminer, identifier, certifier, comprendre, etc. ne sont pas nécessairement conceptuels. Ouais, ça veut dire que notre conscience visuelle, par exemple, qui appréhende une table, elle détermine la couleur de la table, mais c'est pas du tout conceptuel. Ouais, donc ça, c'est bien sûr l'épistémologie un peu tardive. Ça veut dire qu'avec Acharya Dharmottara, Shantarakshita, etc., les maîtres bouddhistes qui sont venus par la suite en Inde, il y avait déjà cette question de la perception directe qui n'est pas juste comment dire, l'appréhension passive d'informations, mais qui est une appréhension active d'objets ou d'informations. Ouais. Et donc, ça veut dire que la conscience peut déterminer son objet. Même la conscience directe, elle peut déterminer son objet. Elle comprend son objet. Ouais. Mais pas nécessairement de manière conceptuelle. Et surtout pas pour la perception directe. Ouais. Ouais, ça joue. Ouais, ok. Ça, c'est très important. C'est-à-dire déterminer, ça veut dire identifier, tout simplement. Ouais. Et donc, si on dit que une conscience conceptuelle, c'est a determinative knower, dans ce cas-là, ça pose question, parce que même, par exemple, quand on étudie les facteurs mentaux, il y a les facteurs mentaux omniprésents, il y a les facteurs mentaux déterminatifs, et ces facteurs mentaux déterminatifs peuvent être aussi bien non conceptuels que conceptuels. Ouais. Donc si on dit que déterminative knower, ça veut dire nécessairement conceptuel, ça pose question. Ça veut dire que les facteurs mentaux déterminatifs sont nécessairement conceptuels, ce qui est loin d'être le cas. Ouais, ça va? Oui, Ok. J'observe toujours les sourcils de Sabine pour être sûr si ça va ou pas. Ok. Ok. Donc ça veut dire juste, non, c'est juste là une question de terminologie. Est-ce que déterminatif, ça veut dire conceptuel ou pas? Ouais, normalement, c'est plus vaste que conceptuel. Mais ici, les anglo...
Oui, Ça peut être perceptif, donc, d'après ce que tu dis, comme oui. concept. Ouais. Mhm. Exactement. Et donc, si on dit que ça peut relever de la perception directe, une conscience qui détermine son objet, ou même un facteur mental déterminatif. Si, au contraire, on dit maintenant, par exemple, chez les anglophones, on dit que determinative knower, c'est nécessairement une conscience conceptuelle. Au lieu de mettre propositionnelle, ils vont mettre déterminative. Dans ce cas-là, ça pose question. Ouais. C'est pour ça on peut se chicaner par rapport à la terminologie et essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus précis, mais après, c'est pas évident, ouais, parce que tous les traducteurs, loin de là, sont d'accord. Et on n'a pas fait de concile des traducteurs, ni chez les anglophones, Ah si, peut-être chez les anglophones. Ils ont fait un concile en Amérique entre les différents traducteurs, mais j'imagine que ça devait être bien, bien, bien animé. Ok, très bien. Ok, maintenant, que les généralités du son et du sens soient susceptibles d'être mêlées par une cognition propositionnelle peut s'expliquer de deux façons. Ok, premièrement, si quelqu'un nous décrit un objet que nous n'avons jamais vu, l'océan par exemple, l'image fondée sur la description qui apparaît à notre esprit est simplement une généralité du son. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à À la banane, oui. au kela, voilà, exactement, au nom de banane en hindi. Exactement, tout à fait. Ensuite, lorsque nous voyons l'océan pour la première fois, sans que l'on nous ait dit ce que c'est, l'image qui nous apparaît à l'esprit est simplement une généralité du sens. Ouais, exactement. On sait que c'est de l'eau, que ça Il y a une mouille, coupure. etc., que c'est salé, mais on ne sait pas comment ça s'appelle. Ouais, Oui. ouais, ça joue. Oui. Ok, très bien, très bien, très bien. Quand quelqu'un nous dit voilà l'océan, les généralités du son et du sens apparaissent alors à notre esprit comme associées, c'est-à-dire mêlées. Ouais, Jeba en tibétain. Jeba, ça veut dire mêlé. Exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ok, selon la seconde explication, waouh, on a tourné une page. Waouh. Selon la seconde explication, si quelqu'un nous dit le mot océan sans que nous en connaissions le sens, l'image générée est alors une généralité du son, une simple réverbération du son océan. Ouais, c'est pas vraiment un son, hein, parce que c'est dans notre esprit. C'est malgré tout, c'est statique, c'est un phénomène permanent, temporairement permanent. Donc c'est pas vraiment un son, c'est une généralité du son. Hein. Ok. Très bien. Lorsque quelqu'un prononce le mot océan et que nous en connaissons le sens, l'image qui apparaît à notre esprit est une généralité du sens, bien que n'étant pas l'objet même. L'image semble être cet objet. Ok. Et donc, bon, tout à l'heure, on parlait de Panchen Sonadjapa. On peut voir en effet que pour Panchen Sonadjapa, le son, en fait, ça va renvoyer surtout à ce qui est évoqué dans une conversation. Ça veut dire que ça va être l'objet lui-même. Et le sens, ça va être le concept de cet objet. Ouais, donc c'est vraiment une interprétation encore différente là. Ok, très bien. Donc laissez tomber, c'est pas grave. Mais c'est juste pour voir que ça donne une certaine palette de vues. Et après, c'est à nous de forger nos propres conclusions. Ouais. J'ai une question. Oui. Par exemple, quand j'entends les oiseaux, je ne comprends pas le langage des oiseaux. Mais Oui. est-ce que dans ce cas-là, ça marche pareil? C'est-à-dire, j'entends les oiseaux, mais ce que je mets derrière, c'est bon, je reconnais les oiseaux. Donc, Oui. ça marche pareil, en fait. Parce qu'on n'est plus dans le langage. Parce que là, je voudrais savoir, est-ce que ça se réfère uniquement au langage ou est-ce que ça se réfère aussi à tous les sons que j'entends? Alors c'est intéressant cette question parce que quand on étudie au début la phénoménologie avec les Vaibhashika et puis Acharya Vasubandhu ou même les bases du débat avec les couleurs, les formes, etc., les tout premiers chapitres, la première section de Dura, de Yongzin Dura, quand on avait étudié ça avec Venerable Geshe Losel par exemple, on a vu en effet qu'il y avait des sons articulés et des sons non articulés. Ouais. Et il y a aussi des sons qui sont associés à un effort et des sons qui sont dissociés de l'effort. Ouais, ça veut dire que, par exemple, un son articulé, ça va être, par exemple, comment dire, un son expressif, parce qu'il y a des sons expressifs et des sons inexpressif. Donc, il faudra plutôt commencer par là. Oui, exactement. Il y a des sons qui contiennent un sens et il y a des sons qui ne contiennent pas de sens. Par exemple, le bruit du vent dans les branches, dans les branches d'arbres, ou le bruit de la pluie qui tombe. Ouais, c'est pas, il n'y a pas un contenu langagier. Ouais, c'est juste un son. Ok. Maintenant, par exemple, si vous avez l'alarme du téléphone qui sonne le matin,
c'est pas articulé, c'est pas un son articulé. L'alarme ne vous dit pas, allez, réveille-toi, réveille-toi, allez, réveille-toi, réveille-toi. Je crois que là, ce serait un coup de marteau. Donc, mais l'alarme est là malgré tout. Par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai définitivement renoncé à mettre un son. Enfin, un son, une musique. C'est juste le téléphone qui vibre. Ouais. Et donc, la vibration du téléphone, c'est un son. Mais malgré tout, ça contient un sens. Bah, c'est comme s'il disait réveille-toi, vas-y, réveille-toi. Ouais, parce que c'est comment dire, un sens implicite. Ça veut dire que on met l'alarme en sachant très bien que cette alarme ne prononce aucun mot articulé, mais malgré tout, ça a un sens. Ouais, c'est pour se réveiller. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, donc le chant des oiseaux, pour nous, en effet, ce n'est pas articulé, pour nous en tout cas, parce que ça, il n'y a pas comment dire, on n'en retire pas des phrases ou une signification, mais pour les oiseaux, il y a peut-être certainement même un sens derrière tout ça. C'est un langage pour eux. Ouais, ouais, c'est un langage pour eux. Donc ça dépend en fait dans le contexte dans lequel on est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de débats par rapport à ça. Que veut dire un langage articulé? Que veut dire un son expressif? Est-ce que c'est une phrase entière? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est deux mots, trois mots, etc. Et Acharya Dignaga, déjà à l'époque, se posait la question quand il disait pratigha, par exemple, quand il disait, je crois que je me trompe de mots d'ailleurs, c'est peut-être pas le même. Ouais, pratiga, c'est la colère. Il parlait d'un autre nom. Bah, c'est pas grave, laissez tomber. Il parlait d'un son expressif ou d'une phrase expressive. Ouais. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en comprend? Est-ce que à elle seule, elle donne un sens ou pas? Ou est-ce qu'il y a le contexte avec tout ça? À mon avis, il y a le contexte avec tout ça. Ouais, comme dans le chant des oiseaux. D'ailleurs, pour les oiseaux, en effet, ça veut dire certainement quelque chose, mais pour nous, ça ne veut rien dire, donc, parce que c'est pas dans notre contexte à nous. Ouais. Donc ça veut dire qu'un son expressif a du sens quand il est intégré dans un contexte particulier. Ce n'est pas à lui seul qu'il a du sens. Ouais. Ok. On pourrait dire le son expressif non articulé de mon alarme du matin, c'est pareil. Ouais, ça veut dire que je sais dans mon contexte à moi que c'est pour me réveiller. Je sais très bien qu'il n'y a personne qui est en train de m'appeler parce que je mets sur mode avion. Donc je sais très bien que personne n'est en train de m'appeler. Je sais très bien que c'est l'alarme du téléphone. Ouais. Ouais. Donc c'est parce que c'est dans mon contexte à moi. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok. Par exemple, les chiens de prairie. Les chiens de prairie. Ah, il y a Jordan qui commence le boulot plus tôt aujourd'hui. Oui, Sabine? Oui, tu parlais du son expressif, mais de la même façon, quand on est dans un pays étranger, on entend des sons, mais on ne les comprend pas, le contexte, puisqu'on n'a pas le langage, en fait. Oui, C'est la même chose. c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, exactement. On peut à la rigueur déterminer que c'est un langage. Donc pour les oiseaux, c'est plus difficile parce que est-ce que c'est juste des onomatopées ou est-ce que c'est vraiment un langage? Par contre, quand on va dans un pays étranger, on sait très bien que les gens parlent un langage. Par contre, ça, on le sait. Ça, on peut le déterminer. Mais après, nous, on ne comprend pas ce langage, par contre. Ouais. Par exemple, quand on lit la notice d'un truc acheté avec un meuble, la notice en néerlandais, par exemple, on sait que c'est une langue. Mais si on ne parle pas le néerlandais, on ne comprend rien de ce qui a marqué. Ouais, ok, donc c'est intéressant tout ça. C'est intéressant. Par contre, la notice, par contre, dans ce cas-là, ce ne sera pas un son expressif, mais ça aura du sens quand même. Donc c'est intéressant la question du langage. Il y a des bouquins entiers sur la philologie, sur ce qu'est la science du langage dans la philosophie bouddhiste. C'est très, très intéressant. Ouais. C'est comme les personnes qui sont muettes. Oui. En fait, on les comprend par les signes, si on connaît le langage des signes, évidemment. Oui, on devrait même l'apprendre à l'école, ce serait super ça. Ouais. De la même façon qu'on apprend l'allemand, l'anglais, l'italien, etc., on devrait aussi avoir des classes de langage des signes. Et il y a même bon, ça c'est une petite digression, mais il y a des scientifiques qui ont découvert que les bébés pouvaient apprendre le langage des signes. Et donc au lieu d'hurler pendant des heures pour dire qu'ils ont mal aux dents, ils pourraient le signifier au travers d'un signe très simple, ou qu'ils ont faim, ou qu'ils ont soif, ou qu'ils ont mal quelque part. Parce qu'ils ont découvert ça, par exemple, avec les gorilles. Ils ont appris le langage des signes à certains gorilles et se sont rendus compte que les bébés ont aussi la possibilité d'apprendre le langage des signes et donc de signifier quand ils ont mal ici, besoin de ci, besoin de ça, etc., au lieu d'hurler pendant des heures. Ils le font, hein, ils le font déjà. Oui, ça c'est génial, ça c'est super.
Et même au niveau de notre société, ça pourrait donner plus d'inclusion. Ouais, on pourrait être plus inclusif en parlant le langage des signes. C'est-à-dire qu'on pourrait inclure dans notre cercle de bienveillance et de relations aussi les personnes qui ont certaines façons de fonctionner différentes des nôtres. Ouais, ce serait intéressant de faire ça pour notre société. À bon entendeur, salut. Ok, très bien. Ok, donc c'est là on voit où ça peut poser beaucoup de questions, en effet, cette question du langage. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ok, très bien. Très bien. Donc la raison donc essayez de bien garder cette phrase-là parce que ça va nous aider ensuite à comprendre pourquoi une conscience conceptuelle est erronée. Donc cette dernière phrase du premier passage de la page 82, bien que n'étant pas l'objet même, l'image semble être cet objet. Ouais, ça il faut bien le garder à l'esprit pour la suite. Ok. La raison pour laquelle la définition précise que les généralités de son et de sens appréhendées comme étant susceptibles d'être mêlées et que la pensée peut n'appréhender que la seule généralité du son ou la seule généralité de sens, ou finalement les deux comme semblant être mêlés, ouais, ou comme pouvant être mêlés. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ouais. Ok, très bien. La définition d'une perception directe précise qu'en plus d'être libre de conceptualisation, elle doit être une condition non erronée. Ouais, parce qu'on l'avait vu, ça veut dire une conscience non conceptuelle ou une conscience libre de conceptualisation peut se tromper par rapport à son objet. Ouais, une conscience non conceptuelle, une conscience visuelle peut se tromper, voir un mirage là où il n'y a pas d'eau, etc., etc., etc. Ouais, ok. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, elle est erronée. Donc, on ne peut pas techniquement l'appeler une perception directe. Ouais, on dira une conscience non conceptuelle erronée. Ouais, ou une cognition fausse non conceptuelle. Ouais, c'est comme ça qu'on pourra la qualifier. Ouais. Mais ici, si on a une perception directe, cette perception directe doit être non seulement une cognition, elle doit être libre de conceptualisation et elle doit être non erronée. Donc, on va essayer de voir ce que veut dire, ok, une cognition erronée. Je pense que c'est là qu'il va le dire. Ok. Une telle cognition est non erronée quant à son objet apparaissant ou son objet apparent. Ouais, vous vous souvenez de ce qu'on avait vu par rapport à l'objet apparent et à l'objet d'engagement? Donc, l'objet d'engagement, on avait vu que Kedubje donnait deux définitions. L'objet d'engagement d'une cognition valide. Il disait Tseme Jodok Chepeyul, donc l'objet pour lequel la cognition valide a tranché les surimpositions. Ouais. Ou alors, il donnait une définition plus longue qui était Tseme Ngusuchapa Shindu. Ouais, j'avais interverti les éléments de la définition l'autre jour. Donc, seme ngusu jitawa shindu. Ngusu chepa jitawa shindu nepeche. Seme ngusu jitawa shindu nepeche. Voilà, on va y arriver. Donc, c'est un phénomène qui demeure tel qu'il a été explicitement déterminé par la cognition valide. Compris. Ouais. Ok, ou tel qu'il a été explicitement compris, exactement, par la cognition valide. Ok, exactement. Donc ça veut dire que c'est l'objet de compréhension. Ouais, l'objet de compréhension, l'objet vis-à-vis duquel on a tranché les surimpositions, l'objet qui est identifié par la cognition valide. C'est ça l'objet d'engagement. Ouais. Maintenant, l'objet apparent, c'était la définition donnée par le premier Dalai Lama, c'est Sante Gewa Gendunju, qui disait Chöde Ngansa Gegone Ripajawa. Ouais, c'est ce qui est connu au travers de la simple apparence par ce phénomène. Ouais. Et donc, en effet, ça veut dire que c'est ce qui se manifeste, on pourrait dire, de manière intime à la conscience. Ouais, ça veut dire que l'objet apparent d'une perception directe est nécessairement impermanent. L'objet apparent d'une perception directe, c'est nécessairement impermanent, parce que c'est ce qui opère la fonction d'apparaître à une perception directe, c'est ce qui projette un aspect à la conscience directe. Ouais, quand ça projette un aspect, ça veut dire que c'est impermanent. Ça change d'instant en instant, et c'est une cause de notre perception directe. Donc ça doit être impermanent. Une cause est nécessairement impermanente. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Par contre, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle est nécessairement permanent. Ouais, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent, parce que c'est soit un phénomène permanent tel que l'espace incomposé, soit c'est une généralité de sens, ouais, qui est temporairement permanente. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, cette généralité de sens, elle n'opère pas la fonction d'apparaître à la conscience conceptuelle, parce qu'elle est statique. Ouais, donc, elle n'opère aucune fonction. Ouais.
Mais c'est malgré tout l'objet apparent de la conscience conceptuelle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est intimement associé à cette conscience conceptuelle. Ouais, c'est ce qui est l'objet apparent de cette conscience conceptuelle, la généralité de sens. Ouais, ok. Ok, donc ça veut dire que les phénomènes permanents sont nécessairement les objets apparents des consciences conceptuelles, mais n'opèrent pas la fonction d'apparaître. Ouais, C'est ça. n'opèrent pas la fonction, puisqu'ils sont statiques, ils sont permanents, ils ne peuvent pas opérer de fonction. Ouais, c'est juste qu'ils sont appréhendés au travers d'une généralité de sens. Ouais. On pourrait dire qu'une généralité de sens, c'est un petit peu comme une bulle dans l'eau. Ouais, bien sûr qu'une conscience conceptuelle, vu que c'est une conscience, c'est un événement mental, c'est impermanent, vous êtes d'accord? Oui. Une conscience, c'est impermanent. Donc la conscience conceptuelle elle-même est impermanente. Donc c'est comme l'eau dans laquelle il y a la bulle. Ouais, l'eau est impermanente, elle bouge, etc. Maintenant, la généralité de sens qui se manifeste à cette conscience conceptuelle, c'est comme la bulle. La bulle, c'est une simple absence d'eau. Donc elle est permanente, elle est temporairement permanente. Ouais. Donc on peut dire que le contenu de la bulle, c'est de l'espace, donc c'est temporairement permanent, mais le contour de la bulle, c'est de l'eau, donc c'est impermanent. Ouais. Une conscience conceptuelle, ça fonctionne comme ça. Une conscience conceptuelle est impermanente, donc elle change d'instant en instant, mais l'objet apparent de cette conscience conceptuelle, c'est comme la bulle. En fait, c'est une généralité de sens qui est temporairement permanente. Ouais, ça joue? Oui. Ouais, ok, ça c'est intéressant de voir comment est-ce que ça fonctionne. Ouais. Ok, très bien. Donc on en reparlera, hein, parce qu'on aura le temps de décrypter un petit peu tout ça. Surtout quand on va parler des consciences inférentielles, des consciences qui s'engagent par exclusion, etc. Ok, très bien. Ok, donc pour ce qui est de la signification d'une cognition non erronée, en effet, c'est une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, une conscience non erronée. Ouais, ok. Une conscience erronée se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais. Et une conscience non erronée ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, tout simplement. Ouais, ok. Très bien. Donc, la télépathie continue. Il dit, pour ce qui est de la signification d'une cognition non erronée, il serait incorrect de poser ce qui est non erroné quant à son objet d'engagement. Ah ah Ok. Donc, donc c'est important par rapport aux objets. Par exemple, quand vous voyez la table, vous la voyez directement. Ok. Donc, la table est ce vers quoi s'engage votre conscience visuelle. Ouais. Donc, la table est l'objet d'engagement de votre conscience visuelle. Ok. Mais aussi, on pourrait dire la table est l'objet apparent de votre conscience visuelle. Ouais, c'est aussi la table qui engendre un aspect à votre conscience visuelle. Donc, elle est les deux, en fait. La table est l'objet d'engagement de votre conscience visuelle et la table est aussi l'objet d'engagement de l'objet apparent de votre conscience visuelle. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, c'est très différent pour la conscience conceptuelle. Ouais, la conscience conceptuelle qui pense à une table, la table, c'est toujours l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle. On va, dans ce cas-là, l'appeler objet conçu. Ouais, c'est juste un terme en plus qu'on va dire. On va dire l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle, c'est son objet conçu, tout simplement. Ouais, donc, la table est l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle qui pense à la table. Vous êtes d'accord? C'est ce vers quoi s'engage la conscience conceptuelle. Ok, c'est ce que comprend la conscience conceptuelle. Donc, c'est son objet d'engagement, c'est son objet de compréhension. Ça revient au même. Ok. Mais quel est son objet apparent? L'image de la table. Oui, exactement. L'image de la table, l'image conceptuelle de la table, la généralité de sens de la table. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, les deux sont très différents. Parce que l'objet apparent de cette conscience conceptuelle qui pense à la table est permanent, est temporairement permanent. C'est cette fameuse bulle qu'on a dans l'esprit. Ouais. Par contre, l'objet d'engagement de cette conscience conceptuelle est impermanent, c'est une table. Ouais, donc on voit bien à ce moment-là que les deux sont extrêmement différents. Les deux sont vraiment extrêmement différents. Ok. Mais malgré tout, les deux sont en effet extrêmement différents, mais ça ne veut pas dire que notre conscience conceptuelle soit complètement à côté de la plaque. Ouais, si on pense ceci est une table en bois, alors qu'en réalité c'est une table en carton, on est à côté de la plaque. Vous êtes d'accord? Ouais. Si on se dit cette table est une table en bois, ou imaginons je dise cette table c'est ma table, parce qu'elles se ressemblent toutes à Nalanda, mais aucune n'est la mienne d'ailleurs. Mais imaginons que ce soit ma table préférée. Je dis tiens, ça c'est ma table préférée. Et en fait, non, je me suis trompé, c'en est une autre. Ouais. Dans ce cas-là, mon identification est complètement distordue. Ouais, je me trompe d'objet. Ouais. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai une cognition fausse conceptuelle. Ouais, si je pense cette table est permanente,
ou cette table est un soi, cette table est, cette table est, je ne sais pas moi, est en carton alors qu'elle est en bois, etc., etc. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a une identification incorrecte de l'objet d'engagement, Mm. ouais, ou de l'objet de compréhension. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'on était censé comprendre. C'est-à-dire qu'on se trompe à l'égard de l'objet de compréhension. Dans ce cas-là, c'est une cognition fausse. Mhm. Ouais? Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Maintenant, si on disait... Oui, vas-y, Sabine. Ce qui veut dire que quand on s'engage vers quelque chose, l'important c'est l'ensemble, parce que quand tu dis la table en bois, la table en verre par exemple, il y a quand même une partie qui est vraie, c'est la table, mais c'est la globalité qui est faux en fait. Oui, exactement. Exactement. Parce que tu te trompes en partie. Oui. Et il faut à chaque fois, quand on réfléchit, penser à la globalité de la phrase. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que on pourrait même se tromper, même carrément, même sur la table. On pourrait imaginer que, par exemple, c'est un trépied ou comment dire, un escabeau. Ouais. Et donc, parce que les nôtres en Nalanda, elles sont très basses. Et donc, parfois, on a des escabeaux qui sont assez bas. Et donc, on pourrait imaginer, oh tiens, ça c'est un escabeau qui est plutôt joli. Il est vachement bien décoré, etc. Avec une belle couleur orange, avec toutes les fioritures dessus. C'est un joli escabeau. Dis donc, ils sont coquets en Nalanda. Ils aiment bien les escabeaux bien décorés. Et donc, dans ce cas-là, on se tromperait complètement sur l'objet. Ouais. Après, on pourrait toujours imaginer qu'on ne se trompe pas complètement, parce on peut toujours certifier un objet matériel, d'une certaine manière. Un objet qui est de la matière, qui est de la forme, etc. Donc, de ce point de vue-là, on ne se trompe pas non plus à cet égard-là. Mais malgré tout, on se trompe sur l'entité générale de l'objet, en effet. Et donc, dans ce cas-là, on a une conscience fausse, une cognition fausse, exactement. Très bien. Donc maintenant, imaginons que notre conscience conceptuelle ne soit pas fausse. Ça veut dire qu'elle ne se trompe pas à l'égard de l'objet d'engagement. Ouais, dans ce cas-là, elle certifie correctement son objet d'engagement. C'est une table orange, ouais, ou c'est une table de Nalanda, ou c'est une table, etc. C'est une table en bois. C'est une table. Ok, donc on est en accord avec l'objet d'engagement. Ok. Et donc ça voudrait dire que puisque notre conscience ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, est-ce elle est non erronée? Non, non. Non, elle reste erronée. Pourquoi? Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça veut dire que c'est ce que dit la Rinpoche, là, il dit, alors attendez, que je retrouve la phrase. Ok, très bien. Pour ce qui est de la signification d'une cognition non erronée, il serait incorrect de poser ce qui est non erroné quant à son objet d'engagement. Ouais, par exemple, la conscience conceptuelle qui ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, la conscience conceptuelle qui pense c'est une table, elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement. Mais malgré tout, elle reste erronée. Ouais, parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ça veut dire que la généralité de sens de cette table donne l'impression d'être cette table, mais n'est pas cette table. Et donc c'est pourquoi cette conscience conceptuelle reste erronée, même si elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement. C'est pourquoi la définition d'une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent, et pas à l'égard de son objet d'engagement. Mhm. Ouais, c'est ce que la Rinpoche est en train de dire. Ça veut dire que si on disait la définition d'une cognition non erronée, c'est une cognition qui ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, à ce moment-là, les consciences conceptuelles qui sont factuellement concordantes seraient non erronées. Ce n'est pas le cas. Oui, Les oui. consciences conceptuelles qui sont en accord avec la réalité, qui ne sont pas en désaccord vis-à-vis de l'objet d'engagement, les consciences conceptuelles qui se conforment à la réalité, seraient non erronées. Mais pourtant, elles sont erronées, parce qu'elles se trompent à l'égard de l'objet apparent. C'est ça la définition, la vraie définition d'une conscience erronée. C'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent, et pas une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est une cognition fausse. C'est pire qu'erronée. Ouais? Ouais, ça joue? Ouais. Oui, je me demandais pour toutes les écoles, en fait. Alors, D'accord. alors, on pourrait dire que, ok, pour les prasangika, ça joue aussi, mais pour les prasangika, ils diront en effet, toutes nos consciences, même non conceptuelles, sont erronées. Ouais, ouais, parce Oui, que bien sûr. elles se trompent à l'égard de leur objet apparent, mais les prasangika vont rajouter quelque chose. Ils vont dire que n'importe quelle conscience, même celles qui sont fausses, sont des cognitions valides au regard de leur objet apparent.
Donc là, il faut faire attention. Là, c'est plus compliqué. On va les mettre de côté pour l'instant. OK. Est-ce que ça joue pour l'instant? Est-ce que vous voyez déjà la différence entre l'objet d'engagement et l'objet apparent? Oui. OK. Donc, si vous voyez cette différence, déjà, vous avez fait déjà un pas énorme. Un pas énorme pour l'humanité. Un pas de géant. L'objet d'engagement, c'est ce vers quoi s'engage la conscience, et l'objet apparent, c'est ce qui est en contact direct avec la conscience. Ok, on pourrait dire ça. Très bien. Donc, une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent est une conscience erronée, et une conscience qui se trompe à l'égard de l'objet d'engagement est une cognition fausse. Ouais. C'est-à-dire que c'est pire qu'erroné, c'est faux. Ouais, c'est comme cette histoire du miroir. Cette histoire du miroir, ça veut dire que vous regardez dans le miroir et vous voyez votre visage dans le miroir. Ok, donc le reflet dans le miroir donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas votre visage. Vous êtes d'accord? Donc à ce titre-là, c'est erroné. Mais vous n'y croyez pas. Vous savez très bien que votre objet d'engagement, c'est votre visage. Vous savez très bien que vous êtes obligé de passer par ce reflet pour appréhender votre visage. Et donc, vous savez très bien que c'est votre visage que vous voyez. Ouais. Mais si par exemple, moi, certains matins, j'ai la tronche en biais, etc., et que je me dis, voyons, c'est mon voisin que je vois dans dans le miroir, dans ce cas-là, je me tromperai même à l'égard de l'objet d'engagement. Ouais. Si je dis, par exemple, je sais pas, ok, on pourrait imaginer, tiens, par exemple, tiens, ce matin dans le miroir, dans la salle de bain, il y a Fantomas. Parce que j'ai la tronche tellement en biais, 7 heures du matin, que je me dirais, tiens, il y a Fantomas dans la salle de bain. Et là, je me tromperais à l'égard de l'objet d'engagement. Ouais. Et ce serait une condition fausse. Par contre, si je dis, ah bah non, c'est bien moi, sauf que j'ai la tronche en biais, ok, dans ce cas-là, j'ai bien, en effet, l'identification de mon visage, mais la cognition, enfin, passe toujours par le reflet dans le miroir. Donc, de toute façon, le reflet est de toute façon erroné. Parce que le reflet donne l'impression d'être le visage, mais n'est pas le visage, de toute façon. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, qu'on ait une conscience fausse, par exemple, une conscience fausse qui se trompe à l'égard de son objet, une conscience conceptuelle qui se trompe à l'égard de l'objet d'engagement, elle est fausse. Ou une conscience conceptuelle qui ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, elle n'est pas fausse. Mais dans les deux cas, elle est erronée. Parce que c'est comme le miroir. Le miroir, par exemple, si j'imagine que c'est Fantomas dans la salle de bain, c'est faux. Ouais. Si je vois que c'est moi, mais j'ai la tronche en biais, c'est vrai. Dans les deux cas, le reflet donne l'impression d'être le visage, mais n'est pas le visage. Donc, dans les deux cas, il y a quelque chose d'erroné. Oui. Ouais, ça joue? Oui, ça veut dire si c'est faux, c'est nécessairement erroné, mais si c'est erroné, c'est pas nécessairement faux. Voilà. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et donc, toutes les consciences conceptuelles sont de toute façon erronées parce que l'objet apparent donne l'impression d'être l'objet d'engagement ou l'objet. C'est un reflet. Exactement, parce que c'est un reflet d'un objet à l'extérieur, etc., qui donne l'impression d'être cet objet, mais n'est pas cet objet. Donc, il y a de toute façon une erreur au regard du reflet conceptuel, mais pas nécessairement au regard de ce vers quoi on s'engage. De ce qu'on comprend. De ce qu'on comprend. Exactement. Ouais, ça va? Waouh, à moitié? Je regarde aussi Vali. Je compare les sourcils de Vali et de Sabine pour faire une synthèse. Oui, parce qu'en fait, pour moi, j'avais déjà, enfin, il y avait déjà cette discussion à un autre moment, et puis en fait, le erroné, pour moi, c'était plus dans le sens distordu ou déformé, et faux, c'est carrément, ça va pas du tout. Et moi, j'aimerais plus à me le repérer comme ça, la différence, parce que pour moi, je ne voyais pas la différence entre erroné et faux, parce que pour moi, c'est des synonymes. Alors que si je prends le terme distordu au lieu de prendre le terme erroné, ça me va mieux, quoi. Oui, dans ma tête. Oui, tout à fait. Comment on fait, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. On pourrait prendre d'autres exemples. Là, par exemple, vous entendez une voix enregistrée et vous avez l'impression que c'est en live, par exemple. Ouais, imaginons que quelqu'un regarde cette vidéo qui sera postée sur YouTube aujourd'hui et que la personne dise, tiens, dis donc, les gens sont vachement aiguisés à 11h le vendredi, mais en fait, non, ça s'est passé à 9h19. Et donc, on pourrait avoir l'impression que c'est en live alors que c'est enregistré. Donc, dans ce cas-là, on est à côté de la plaque. Ouais, ok. Mais imaginons que là, on soit en live. Là, on est en live entre nous. À ce moment-là, à 9h19, moi, j'ai l'impression de voir Philippe, de voir Vali, de voir Sabine. Mais en fait, qu'est-ce que je vois?
le reflet de Philippe, le reflet de Valérie, le reflet de Sabine qui est sur l'écran. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, il y a, de toute façon, le reflet n'est jamais la personne, à tel point que même parfois, ici à Nalanda, j'ai vu des gens, par exemple Geneviève, je l'avais vue pour la première fois ici à Nalanda, je l'avais jamais vue en vrai, je l'avais vue que sur Zoom, quand on faisait le Lamrim, etc. Et je l'avais à peine reconnue en 3D. Et donc, ça veut dire que le reflet donne l'impression, l'image ici sur l'écran donne l'impression d'être la personne, mais n'est pas la personne. On ne la voit pas en 3D, on la voit qu'en 2D. Ouais. Par contre, je ne me trompe pas en vous identifiant les uns les autres. Ouais. Au En plus, c'est contraire, marqué dessus. parce qu'en plus, c'est marqué dessus. Comme le port salut. Et imaginons qu'il n'y ait pas le nom sur les cams et que je dise, bah tiens, aujourd'hui, Sabine est habillée en noir et Valie est habillée en gris, etc. Là, ce serait complètement faux de toute façon. Non seulement erroné, parce que le reflet sur l'écran donne l'impression d'être les gens et n'est pas les gens, mais en plus, je me tromperais de personne. Ouais? Ok, ça marche mieux quand on parle de questions électroniques, hein, dans notre ère moderne, plutôt que de miroir. Ok. Très bien. Bon, on va creuser, on va creuser ce truc-là de toute façon, parce que ça mérite d'être creusé. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Car, donc, on va reprendre ce passage-là que disait la Rinpoche. Ce qui est de la signification d'une condition non erronée, il serait incorrect de poser ce qui est non erroné quant à son objet d'engagement. Car une condition inférentielle est non erronée quant à son objet d'engagement, tout en n'étant pas une perception directe puisqu'elle est erronée quant à son objet apparent. Ouais, une condition inférentielle, on pense le son est impermanent car il est produit, et donc on a nécessairement une image conceptuelle de l'impermanence du son. Ouais. Comme c'est conceptuel, forcément. Et comme c'est conceptuel, c'est Erroné. Forcément, erroné. erroné. Exactement. Et comme c'est une condition inférentielle, elle certifie nécessairement son objet. Donc elle n'est nécessairement pas en désaccord vis-à-vis de son objet d'engagement. Elle comprend nécessairement son objet d'engagement. Oui, parce que c'est une condition inférentielle. Oui, parce qu'il y a des consciences conceptuelles qui comprennent nécessairement leur objet. Il y a des consciences conceptuelles qui ne comprennent pas nécessairement leur objet, mais qui sont en accord avec les faits. Et il y a des consciences conceptuelles qui sont totalement à côté de la plaque. Ouais. Donc ça, c'est parmi les divisions septuples, etc., etc. Ok, très bien. Elle est erronée dans le sens où son objet apparent est une généralité du sens, une image mentale de son objet d'engagement, qui lui apparaît comme si elle était l'objet lui-même, tout comme l'image réfléchie d'un miroir paraît être un visage. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Exactement. Ouais, c'est la définition d'une généralité de sens, de table. C'est quoi? Ce qui apparaît comme une table sans être une table. C'est quoi? Ce qui apparaît comme une table sans être une table. Ah, donc ça veut dire que le reflet dans un À miroir d'une table. À la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ok. Bravo, bravo, bravo. En effet, c'est un facteur de surimposition qui, donc le facteur par exemple, la généralité de sens de table, ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Reflet, Ouais. quoi. Exactement. Oui, exactement. C'est la définition donnée par Yonzin Polbuchok. Oui, mais ils seront à peu près tous d'accord. Il y a peut-être parfois des définitions un peu différentes, mais qui parlent de l'opposé de ce qui n'est pas, etc., etc. Ouais, mais ici, par exemple, la définition d'une généralité de sens de vase, par exemple, donnée par Yonzin Polbuchok, c'est Bumzin Tompa la Bumpa Maimpa, Bumzin Tompa la Bumpa Main Shindu. Ouais, donc c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un vase, apparaît comme étant un vase à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est là qu'on comprend qu'une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Parce que la généralité de sens de l'objet n'est pas l'objet, mais donne l'impression d'être un objet, d'être cet objet. Ouais. Et donc c'est pourquoi une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Et donc, il y a des débats un petit peu croustillants dans Knowing, Naming and Negation, où Anne Klein traduit un texte de Tendala Lampa, ouais, dans lequel il pose la question, il prend un contre-argument, où quelqu'un dirait, quelle est la définition d'une généralité de sens de permanent? Tu ne changes pas d'instant.
La définition, là on a dit la généralité de sens de table, ce serait facteur de surimposition, qui bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais. Et là, la généralité de sens de permanent, ce serait quoi? Permanent, c'est déjà une généralité de sens. Ah bon, ok, oh là là, ok. Alors, non, c'est une généralité permanente, mais ce n'est pas une généralité de sens. C'est pas une perception directe, permanent. Permanent, c'est un phénomène qui existe. Ouais, c'est une généralité qui existe, mais ce n'est pas une généralité de sens. C'est une généralité permanente, mais pas une généralité de sens. Ouais. Et donc, ça ne marche pas. Ok, donc on va prendre le débat pris par Tyndall Alampa. Il prend, lui, la généralité de sens d'existant. Ok, donc la définition de généralité de sens d'existant, ce sera facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. C'est-à-dire que la généralité de sens d'existant n'existe pas. Oh! Ou alors, par exemple, la généralité de sens de permanent. Attends, je coupe juste ton micro, Sabine, parce qu'il y a un toutou qui... Merci. Pas de souci. La généralité de sens de permanent, ce serait facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas permanent, apparaît comme étant permanent à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Donc, une généralité de sens n'est pas permanente. On a un problème. Ok, maintenant, la définition de généralité de sens de généralité de sens. Facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme une généralité. apparaît comme étant une généralité de sens à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Voilà. Alors, on fait quoi? C'est marrant, Oui, ça. on fait quoi? Ok. Donc, essayez d'y réfléchir pour la fois prochaine. Ah, tu l'as dit, c'est bon. Ok, donc ça, c'est intéressant. Bon, on en a déjà parlé. Hein. Oui, Mathieu. Oui, on en a déjà parlé. Ouais, mais on va en reparler. Ouais, ok, parce que c'est intéressant. C'est On vraiment... en a déjà parlé et j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris comment démêler ce truc. Ah, bah on verra ça la fois prochaine parce qu'il est déjà 27. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment très, très important de reprendre ce thème-là pour la fois prochaine. Donc, ce sera vendredi prochain à 8h30 comme d'habitude. Et ce soir, nous avons les débats. On va essayer de répondre au quiz. Et donc, j'essaierai de faire des diapos aussi. Parce que justement, c'est lié à ce qu'on est en train d'étudier ici, ouais, par rapport à ce qui est permanent, impermanent, objet apparent, une conscience conceptuelle, objet apparent, une perception directe, etc. C'est très important d'asseoir ces bases-là dès maintenant pour ensuite construire la suite des débats. Et comme vous avez remarqué, on va lentement, on prend notre temps exprès pour vraiment creuser le sujet et puis de ne pas aller trop vite. On n'a même pas encore parlé du syllogisme, on n'a pas encore parlé des réponses du défenseur, etc. Exprès. Justement pour qu'on prenne notre temps et qu'on digère tout ça pas à pas. Ouais. Ok, bravo, bravo, bravo à tous. C'est extrêmement magnifique ce que vous faites à étudier tout ça. C'est très inspirant. Merci beaucoup et on se retrouve donc vendredi prochain ou ce soir pour les débats. Merci, excellente journée. Merci à toi. Merci. Bonne journée, ciao.